Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 11 octobre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est passé à merveille dans vos activités, dans vos business. Donc comme vous le savez, à chaque fois, ce podcast se découpe en deux parties. Première partie où je parle un petit peu de mon actualité et deuxième partie, on aborde un sujet de fond. Donc cette semaine, ça sera issu d'un livre inspirant que vous connaissez peut-être, qui a été rédigé, qui a été édité aux États-Unis par Mike Michalowicz, je ne sais pas si ça se prononce bien, Michalowicz, voilà, un Américain, et donc c'est Profit First, donc un ouvrage américain qui parle de gestion financière et d'entreprise, et je trouve ça plutôt parlant puisque j'ai pas mal d'anecdotes justement que je voudrais partager avec vous, et il livre également pas mal d'anecdotes et je trouve ça plutôt intéressant. Donc on va bien entendu parler de ce livre qui pour moi est un livre intéressant justement pour la bonne gestion financière de votre entreprise. Je parle souvent de gestion financière sur un plan perso, là c'est plus sur le côté entreprise et je trouve ça vraiment intéressant. Vous allez voir que lui, il prend le sujet à l'inverse de ce que parfois je peux vous dire ou de ce que moi je peux faire, mais qui effectivement, vu sous cet angle-là, et si je fais rétrospectivement un retour sur moi, mon expérience, c'est pas faux en fait. Et c'est pas faux parce que ça aurait pu vraiment fonctionner dans un cas précis, que j'ai connu, je vais y revenir dans cet épisode, et qui pourrait réellement coller à ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc première partie, donc on va revenir un petit peu sur ce qui se passe en ce moment pour moi. Donc je suis en train de terminer la rédaction de mon livre qui va sortir dans 1 mois et demi. Là maintenant on est en phase de relecture. On est en train d'ajouter 2-3 graphiques, etc. pour compléter, pour un petit peu illustrer tout ce que j'ai pu dire dans ce livre-là. L'idée c'est parce que sinon ça va être un peu lourd à charger. J'ai eu pas mal d'anecdotes, d'histoires personnelles, puis aussi vraiment c'est très contextualisé puisque je suis vraiment, c'est rédigé cette année. Donc, et vu que c'est une année où on est pas mal en transition sur la fiscalité, etc. Je donne forcément des informations qui sont pour moi des informations qui vont réellement se vérifier sur les prochains mois, c'est évident. D'ailleurs, encore une fois, là, ce matin, je lisais un article qui allait clairement dans ce sens-là. D'ailleurs, j'en profite, dimanche, je vais publier une vidéo justement où je vais revenir sur l'actualité, sur donc la réforme du statut LMNP, sur l'URSSAF, ce que j'ai pu vous parler la semaine dernière. Je vais revenir sur tous ces sujets-là sur un format vidéo et également aussi avec des solutions qu'on a aujourd'hui pour continuer à exploiter. Des solutions finalement que j'ai peu entendu parler, parce que tout le monde va vous dire qu'il faut faire la SCI, etc., l'IS, oui, d'accord. Mais il y a quand même, mine de rien, d'autres solutions qui sont moins mises en avant parce qu'elles sont moins connues, parce qu'elles sont plus récentes et peut-être parce que aussi ça fait moins travailler les cabinets d'expertise comptable, par exemple, vous voyez, donc... mais on va en parler. Donc dimanche, connectez-vous et vous découvrirez cette vidéo, on va parler de ça. Donc fin de la rédaction de mon livre, on a fait un gros pic de vente de formation de sous-location cette semaine. Formation sous-location et puis également conciergerie. On a connu un fort pic, alors pour une raison que je ne détermine pas spécialement, puisque on est globalement, moi vous le savez, chaque mois j'ai à peu près mon flux régulier d'élèves qui rentrent en formation, à peu près une quarantaine de personnes qui rentrent en formation
moitié sous-location, moitié conciergerie. Et c'est vrai que là, on a eu un gros pic. Donc je pense que le mois de septembre était aussi un mois un peu compliqué financièrement, il y avait des taxes à payer, etc. Et là, je pense qu'il y a une vague de personnes qui souhaitent entreprendre, donc tant mieux. Tant mieux. Puis en plus, j'ai mis à jour mes programmes de formation qui sont hyper contextualisés. Donc là, c'est plutôt cool. On rentre de nouveaux élèves, donc en accompagnement, bien évidemment. Et puis l'idée, c'est de les amener vraiment à la réussite de leur projet. Moi, ce que je vois aussi un peu dans ceux qui ont du mal parfois à avancer dans leur projet, c'est vraiment lié à... Bon, c'est de me dire c'est du bullshit, c'est tout le temps la même chose, mais c'est pourtant bien la vérité. Pour moi, c'est vraiment lié à la motivation, à l'envie de réussir, à la soif de réussir. Et en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes trouvent des excuses à chaque fois. En fait, il y a toujours un bon prétexte pour dire finalement, je reporte le projet, je le fais pas. Parce que je pense que c'est des personnes qui sont pas forcément sûres d'elles, et vu qu'elles sont pas sûres d'elles, on va dire qu'elles se mettent pas vraiment en danger. Elles sont plutôt sur la défensive, et donc forcément, par exemple, quand on fait de la sous-location, si vous êtes sur la défensive, ça marchera pas. Parce que je suis désolé, mais la sous-location, il faut se vendre. Vous êtes là pour vendre qui vous êtes, pour que derrière on vous fasse confiance et qu'on vous confie le logement. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est certaines personnes, on n'arrive pas à le faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, typiquement, je suis un grand timide. Quand j'étais gamin, j'étais extrêmement timide. Je l'ai gagné, cette timidité, mais je l'ai toujours au fond de moi. Mais je l'ai gagné force de mes actions, force de faire des choses entreprenantes. Et en fait, je me foutais complètement du regard qu'il y a pu avoir sur moi, puisqu'en fait, d'ailleurs, je parlais même pas. Maintenant, je m'expose parce que j'ai un peu plus comment je pourrais dire, je me sens plus légitime à en parler. Mais à une époque, même quand je lance quelque chose, généralement, j'en parle pas trop, je vous le dis pas parce que ça reste un peu dans les cartons et c'est moi qui bosse sur le projet. Et dès que je sens que ça commence à marcher, là, je commence à en parler parce que je veux pas non plus... parce que c'est une forme de timidité, voilà aussi, c'est une forme de timidité de parler de quelque chose dont on n'est pas sûr que ça puisse réellement fonctionner ou pas. Donc forcément, tout ce que je vous parle à chaque fois, c'est des sujets sur lesquels j'ai réussi, sur lesquels j'avance et que je sais que ça marche, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est évident. Parce que c'est beaucoup plus facile de parler de quelque chose qui fonctionne que de quelque chose qu'on lance, dont on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le jugement qu'il y a derrière, etc. Donc, mais ce que je m'aperçois, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir leur projet parce qu'ils sont trop dans le jugement des autres. Ils ont tellement peur de ne pas y arriver qu'ils préfèrent ne pas le faire. Et là, je vois le cas, j'ai une personne en séance de coaching, je lui ai envoyé plein de pavés, de messages, de mon ressenti. Et je pourrais même vous les faire lire, les messages. Je vais même vous en prendre quelques passages que je vous ai que je lui ai envoyés. Vous voyez, je lui mets voilà, la motivation ne peut pas être liée qu'à l'aspect financier, il doit aussi être lié au dépassement de soi, à la réussite personnelle, comme à la clé. Qu'est-ce que je vais mettre là ? Oui, c'est comme si c'était un sportif de haut niveau. Il ne fait pas son sport que pour l'argent, moi je pense du moins. Il le fait également car ça procure chez lui une satisfaction qui, je pense, est bien plus forte que l'aspect financier. Enfin, c'est ce que moi je pense, c'est ce que j'ai mis. Ce que je lui dis également, c'est comme je t'ai dit également, quand on entreprend, il faut faire quelque chose avec quoi on se sent aligné et qu'on aime. Et si tu te sens aligné ou si tu ne sens pas aligné, ou si tu n'aimes pas, c'est inutile de persister car ça ne marchera pas. La réussite de ton business est vraiment liée à la motivation. Je lui disais également, peut-être que tu traverses aussi une période, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va laisser tomber. Voilà, je vous le dis, il va laisser tomber. Enfin, du moins, il me dit qu'il veut laisser tomber. Donc moi, j'essaie de lui faire comprendre que, voilà, je lui dis, tu traverses peut-être aussi également une période de démotivation, ce qui peut arriver à tout le monde. Je t'invite à discuter avec les autres membres de la formation, venir aux séances de coaching qui sont gratuites et au live du samedi matin, juste pour écouter, ce qui te permettra peut-être de te remettre dans le circuit de la motivation. C'est important aussi parce qu'on est seul au quotidien. Et donc oui, je pense qu'il se sent seul. Ce qui a motivé le fait que finalement il arrête, c'est qu'il a une charge, bon je ne rentre pas trop dans le détail, mais il a une charge de 600 € par mois qui est en train d'arriver.
et il se rend compte qu'il va avoir beaucoup de mal à y faire face. Enfin, du moins, cette charge va lui empêcher finalement de lancer ses projets de sous-location. Donc, il préfère arrêter. En gros, c'est ça. Voilà ce que je lui dis. Je dis peut-être que aussi, et je te le dis en toute franchise, et ne te vexe pas, hein, je vous lis vraiment les messages que je lui ai donnés, mais peut-être que tu as contribué indirectement à la non-réussite de ce projet. Peut-être que tout simplement que tu n'y croyais pas suffisamment fort et que malgré les actions qui ont été réalisées lors du discours, notamment avec le propriétaire, tu n'étais peut-être pas assez convaincant car tu n'y croyais peut-être pas non plus toi-même. Et ça a dû se ressentir dans le choix des mots que tu as utilisés. Réfléchis à tout ce que je viens de te dire, j'espère que ça te permet d'avancer en tout état de cause. Tout le travail qui a été fait ensemble, pour moi, n'est pas perdu. Il va forcément te servir à un moment donné, mais peut-être que c'est le bon timing pour que tu puisses justement réfléchir par rapport aux séances de coaching, on a ensemble, etc. Et peut-être que ça va éveiller chez toi justement l'envie de réussir dans quelques temps. Donc vous voyez, c'est les échanges que j'ai pu avoir et je voulais parler de ça parce que ça, mine de rien, ça fait partie de mon quotidien, hein, les accompagnements des élèves. Donc c'est pour ça que je voulais aussi partager ça, que vous ne voyez pas que je suis en train de travailler que sur mes trucs perso et que je suis pas… Non, j'échange très souvent avec les membres de la formation, ça c'est clair. Ensuite, donc moi je suis toujours sur Phuket en Thaïlande où je suis en train de travailler sur différents projets on va dire locaux. Pour l'instant, je ne rentre pas trop dans le détail non plus là-dessus. Il y a aussi des choses qui se passent sur mon quotidien en France, mais pareil, j'en parle pas trop pour l'instant. J'en parlerai quand le moment sera vraiment venu, mais il y a des choses qui avancent, hein, vous le savez, hein, la vie c'est fait comme ça. Et puis toujours Guestuki, hein, voilà, toujours Guestuki avec son lot de problèmes, son lot de nouvelles fonctionnalités, son lot de… C'est hyper challengeant. Là, on voudrait intégrer l'intelligence artificielle pour la réponse des messages avec les voyageurs. Il y a plein de sujets en fait. C'est vraiment riche c'est bien parce qu'en fait c'est hyper ouvert. On peut faire tellement de choses avec ça que derrière ça devient un vrai outil, un bel outil. Aujourd'hui, on a franchi plus de 100 clients en l'espace de même pas un mois. Donc, je vous dis à quel point c'est vraiment en train de grossir, que c'est vraiment un outil qui répond aux besoins du marché. Avec Camille, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je vous le redis aussi, je lance en fait toutes les semaines un vlog sur ma chaîne YouTube. Alors, pas ma chaîne principale, mais l'autre, et vous découvrirez le lien. Sur cette chaîne YouTube, j'ai donc partagé le lien et en fait l'idée c'est de partager le vlog, les coulisses un peu de mon quotidien et plus s'orienter justement sur Guestuki, parce que pour moi c'est une vraie aventure personnelle avant même que ça soit une aventure professionnelle. Voilà, donc je pense que tout a été dit ici. Je pense que j'ai pas oublié d'informations, du moins c'est les informations principales sur ma semaine, mais ça me semblait important de pouvoir évoquer tous ces sujets-là avec vous. Donc, on va parler de Profit First, de Mike Michalowicz, je ne sais pas trop comment on le dit, vous me direz si vous connaissez. En fait, il propose une approche novatrice de la gestion financière pour les entrepreneurs. Contrairement aux méthodes traditionnelles où les revenus sont d'abord alloués aux dépenses, puis le reste constitue le profit, en fait, lui, il suggère de renverser cette logique et il recommande même de prendre le profit en premier lieu, puis de gérer les dépenses avec ce qui reste. Donc le principe central, il est simple. Dès qu'une entreprise reçoit un revenu, elle doit immédiatement le mettre de côté un pourcentage pour le profit et ensuite ajuster ses coûts en fonction de ce qui reste. Cela permet non seulement de garantir la rentabilité dès le départ, mais aussi de forcer les entrepreneurs à être plus disciplinés dans la gestion de leurs dépenses. Bien évidemment que ce que je vous dis là ne s'applique pas dans le cadre d'une start-up, par exemple pour faire un écho avec Guestuki que je vous indiquais. C'est clair que Guestuki, c'est vraiment une start-up, c'est-à-dire que je ne peux pas me dire je vais commencer à me prendre des sous ou gagner de l'argent sur ça. Alors qu'au contraire, il faut investir un max parce qu'il faut développer un maximum cette application. Ça, c'est vraiment l'esprit de la startup. Il faut aller très vite, prendre des parts de marché, prendre des clients et puis à un moment donné, faire en sorte que le modèle soit rentable
Ou alors faire ce qu'on appelle des exits, c'est-à-dire que vous revendez votre outil à quelqu'un d'autre qui lui va le monétiser différemment. D'ailleurs, je vous le dis, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je suis aujourd'hui. Pas maintenant, bien évidemment, mais je pense dans peut-être 1, 2, 3 ans, je serai dans cet état d'esprit où justement j'aurai suffisamment d'utilisateurs et je pense que je ferai un exit, c'est-à-dire que je revendrai cette application à quelqu'un, à un autre gros acteur qui lui sera intéressé pour greffer justement ça à ce qu'il fait aujourd'hui. Mais voilà, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas grave non plus. Et pour moi, je le vois comme une aventure professionnelle hyper enrichissante. J'apprends énormément. D'ailleurs, je ferai, je pense, un jour des vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu comment c'est passé. C'est pour ça aussi que je fais le vlog, parce que justement, je veux aussi que vous puissiez rentrer dans les coulisses du développement d'une application. Alors, ce qu'il introduit également, Michael Wicks, c'est un système de comptes multiples pour mieux gérer les finances. Donc, un compte pour les profits, un autre pour les taxes, un autre pour les salaires, etc., etc. Et en fait, ça lui permet de mieux visualiser, de mieux contrôler les flux d'argent dans l'entreprise. Donc, le but ultime de Profit First est de permettre aux entrepreneurs de mieux structurer leurs finances, d'éviter les mauvaises surprises et de créer des entreprises prospères et durables dès le départ. Alors là, je suis à 300% d'accord, parce que si vous me suivez, quand vous regardez, vous lancez votre boîte, en fait, ça reste des petites entreprises, ça reste des petites TPE. Si vous n'êtes pas rentable dès le départ, si vous n'arrivez pas… Alors attention, pour moi, il y a quand même une phase de lancement. Vous ne pouvez pas, dès le premier mois, dire « Allez, boum, je retire 300 balles ». Non, mais je pense qu'il faut quand même laisser au moins 6 mois, 1 an pour laisser l'entreprise quand même suffisamment se développer. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais à mon sens, qu'à partir d'un certain moment, parce qu'au départ, il faut quand même bien lancer la machine. Et la machine… ou alors, on suit ce raisonnement-là, et dans ces cas-là, vous prenez vraiment une toute petite portion. Peut-être que 50, 100 euros, vous voyez, tous les mois, pour histoire de dire oui, je commence à me rémunérer. Parce qu'en fait, l'idée de ce qu'il dit ici, c'est que tout simplement, on va augmenter vos profits en fonction de l'évolution de la boîte. C'est-à-dire que plus la boîte va commencer à gagner de l'argent, plus vous allez commencer à en tirer un profit. Mais qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut penser à vous dès le départ et pas penser au développement de son entreprise. Alors, moi, je pense qu'il faut tempérer un peu les deux parce qu'il faut… en fait, ce qui n'est pas précisé ici, c'est à quel moment. Mais par contre, il y a des choses qui sont hyper intéressantes dans ce qu'il dit parce que justement, je vais vous donner, moi, ce qui s'est passé à un moment donné et c'est là où j'ai fait une erreur. Et c'est la même erreur que lui, il a faite, en fait. C'est ça qui est assez marrant et je pense que c'est ce qui lui a poussé à faire ce livre. Donc, il donne des astuces concrètes pour aider les entrepreneurs à transformer leur gestion financière et à garantir la rentabilité. Donc, par exemple, ce qu'il dit, c'est qu'il faut prendre le profit en premier. Donc, le concept principal du livre, c'est de réserver un pourcentage fixe de chaque revenu pour le profit avant de couvrir les autres dépenses. Cela permet de changer la mentalité de l'entrepreneur et de garantir que la rentabilité n'est pas une simple conséquence, mais une priorité. Et oui, parce que ça change tout en fait dans votre manière d'être. Si vous savez que vous avez créé cette entreprise-là pour gagner de l'argent, déjà dans votre tête, vous dites « oui, je n'ai pas fait ça pour le plaisir, j'ai fait ça parce que derrière, je vais réellement en sortir quelque chose ». Et derrière, ce qui reste, en fait, c'est lié aux dépenses. Et ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, quand l'entreprise va commencer à se développer, là, on pourra envisager pour s'augmenter. Donc, quelque part, c'est aussi une forme de gratitude parce que on se dit, moi, je vais commencer à me rémunérer plus parce que l'entreprise commence à gagner plus. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans un schéma où justement, vous êtes gagnant, quoi. Encore une fois, ça ne s'applique pas aux startups, ce que je vous dis là, parce que, par exemple, on prend le cas de Guest Lucky, c'est évident qu'il faut plus que je dépense pour pouvoir développer un maximum l'application. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait que je fais de l'acquisition client? C'est parce que j'apporte de plus en plus de fonctionnalités, parce que je corrige de plus en plus de bugs, parce qu'il y a des bugs forcément. Et donc, il y a une croissance, mais la croissance ne va pas plus vite que les investissements. Et au départ, il y a forcément des investissements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il y a les dépenses et il y a les investissements. Et les investissements, on ne peut pas les mettre dans le schéma et dans ce calcul. Parce que les investissements, normalement, déjà, ils devraient être financés. C'est-à-dire qu'ils devraient provenir d'un investisseur extérieur ou d'une banque. Et un investissement, c'est, on le sait, sur peut-être 7, 10 ans au départ, comme quand vous achetez de l'immobilier. C'est sûr que si vous payez cash, ça va être compliqué pour gagner de l'argent. Mais il faut le voir vraiment comme investissement. De toute façon, même les investissements, ils sont amortis dans une entreprise. Donc normalement, ils sont sortis de ce qu'on appelle le BE, l'excédent brut d'exploitation. Donc en fait, vous voyez, j'essaie un petit peu d'interpréter tout ce qu'il a dit et le transposer sur l'entreprise. Ce qu'il dit ici, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder que le BE.
Les investissements ne peuvent pas rentrer dedans. Mais une start-up, on sait qu'elle crache un maximum de fric. Mais ça n'empêche pas que les dirigeants, quand vous créez une start-up, prennent quand même une rémunération. Elle fait partie du fonctionnement de l'entreprise. On l'a vu par exemple sur Spotify. Moi, j'avais regardé une série sur Netflix sur Spotify où tu voyais les gars en fait qui se payaient pas, quoi. C'était les gars, c'était un truc de fou, quoi. Et je me rappelle, ils avaient pris une avocate pour gérer les droits, etc. Ils avaient du mal à la payer, quoi. Et au bout d'un moment, elle a dit non mais moi, si vous pouvez pas me payer, je me casse, quoi. Et donc voilà, il faut aussi l'adapter au type de structure sur lequel vous êtes. Mais si on revient sur des entreprises comme vous créez aujourd'hui, des petites PME, ce qu'il dit ici est tout à fait cohérent. Deuxième chose qu'il dit, diviser les revenus en plusieurs comptes. Donc il recommande de créer plusieurs comptes bancaires. Alors ce qui est bien par exemple avec Conto, typiquement, c'est qu'on peut créer plein de sous-comptes. Donc c'est vrai que vous pouvez en créer un pour chaque dépense que vous avez. Vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, ça permet de mieux gérer les finances. Tout simplement parce que chaque compte est dédié à un aspect spécifique de l'entreprise. Un compte pour les profits, un pour les taxes, un pour les salaires, un pour les dépenses opérationnelles. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et en fait, cette méthode donne une visibilité immédiate sur l'état de santé de l'entreprise et empêche de tout dépenser en ne voyant qu'un solde global. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs confondent trésorerie et réellement rentabilité. C'est parce que vous avez de l'argent sur le compte que vous êtes rentable. Et à l'inverse, c'est parce que vous êtes à zéro sur le compte que vous n'êtes pas rentable. Ça ne veut rien dire. Troisième chose, la règle des petites assiettes. L'une des astuces psychologiques du livre est d'utiliser l'idée des petites assiettes, c'est-à-dire de réduire les sommes disponibles pour les dépenses. En diminuant la taille du compte opérationnel, on force l'entreprise à fonctionner avec moins, ce qui pousse à une meilleure gestion des coûts et à des décisions financières plus efficaces. Ça c'est vrai, hein. Je vous le dis, par exemple, quand votre entreprise ne va pas bien, moi j'ai eu des entreprises qui ont été vraiment pas bien. Bah là, en fait, il faut être très comptable. C'est-à-dire qu'il faut prendre le bilan, prendre toutes les lignes de dépenses, et puis il faut y aller, quoi. Et notamment, une ligne qui revient souvent et qui est souvent qui coûte très cher, c'est la masse salariale. Et c'est de se dire, à un moment donné, comment je peux garantir le même chiffre d'affaires avec moins de personnes. C'est ça que ça veut dire, hein. Alors, ça veut pas dire que vous le fassiez à la place, mais ça veut peut-être dire que certaines personnes vont être amenées à faire d'autres tâches, peut-être réduire leur temps de travail sur ce qu'elles font pour du coup en prendre d'autres. C'est comme ça, c'est la loi du business, c'est la loi des entreprises, et à un moment donné, c'est soit ça, soit l'entreprise, elle fait faillite, quoi. Et puis peut-être qu'il y a des dépenses qui sont peut-être superflues, ou des services que vous prenez tous les mois qui peut-être doivent être annulés. Moi, c'est quelque chose que je fais, une opération que je fais régulièrement, quasiment tous les 6 mois, je fais ça, même sur mes entreprises qui sont profitables, où je regarde finalement, je me dis, mais ça sert à rien en fait, enfin ça, je peux m'en passer. Oui, c'est bien, c'est un plus, mais c'est pas nécessaire en fait au fonctionnement. L'entreprise peut marcher comme ça, quoi. Autre chose qu'il préconise, c'est la révision des pourcentages alloués. Donc, il propose de démarrer avec des petits pourcentages pour le profit, un tout petit au départ, et en fait de l'augmenter progressivement en fonction de l'évolution de l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de s'adapter à ce nouveau modèle de gestion sans créer de déséquilibre financier immédiat. Et oui, parce que plutôt qu'à un moment donné de se dire la boîte fonctionne bien, je prends un maximum, ouais, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez besoin d'argent pour continuer à développer la boîte. Vaut peut-être mieux justement raisonner en pourcentage et que justement, quand ça va un petit peu mieux, on augmente un petit peu ce pourcentage. Mais vu que c'est un pourcentage et que tout le reste est au pourcentage, en fait, tout ça reste dans une cohérence. Alors que généralement, ce n'est pas ce que vous faites. Généralement, vous prenez une somme et vous ne regardez pas du tout la conséquence que ça a sur l'enveloppe globale, en fait. Donc le pourcentage, c'est super important. Autre chose qu'il préconise, c'est d'analyser régulièrement les finances. Donc le livre insiste sur la nécessité de passer en revue les finances régulièrement. Donc par exemple, chaque trimestre, pour ajuster les pourcentages et s'assurer que l'entreprise continue de rester rentable tout en couvrant ses obligations fiscales et opérationnelles. D'ailleurs, ne vous faites pas avoir notamment avec les charges sociales, parce que les charges sociales, il y a souvent des différés, surtout si vous êtes à la sécurité sociale des indépendants, vous avez un différé qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc faites super attention. En fait, dans ce livre, il encourage les entrepreneurs à adopter un état d'esprit frugal, en ne dépensant que ce qui est strictement nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise, tout en veillant à augmenter le profit progressivement et à maintenir une discipline financière stricte, le profit, c'est-à-dire ce que vous prenez vous à titre personnel.
Donc, plusieurs exemples de succès pour qui ça a pu fonctionner, cette méthode. Donc, il prend le cas, par exemple, d'un propriétaire de salon de coiffure. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui était dans le service de la coiffure et en fait, il avait pour habitude de réinvestir quasiment tout le temps, ses revenus dans l'expansion de son salon, sans jamais vraiment voir de bénéfices réels. Et il y a une forme de démotivation au bout d'un moment qui s'instaure parce qu'on a l'impression en fait de rien gagner. Eh bien, il a adopté cette méthode Profit First et donc il a commencé à allouer un petit pourcentage de ses revenus donc au profit, ce qui lui a permis finalement de se verser un salaire régulier tout en réduisant ses dépenses inutiles et en rationalisant des investissements pour son salon. Résultat, son entreprise est devenue plus rentable et durable. Ben oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez une partie pour le profit, forcément que la partie que vous aviez prévue au départ dans les dépenses, elle va forcément se baisser. Et en mettant en place ce mécanisme, vous êtes beaucoup plus… ça évite de faire des dépenses que lui pense, parce qu'il faut bien que vous compreniez dans une entreprise, vous pensez qu'il faut acheter ci, qu'il faut prendre tel service, etc. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, ça veut dire que vous en revenez systématiquement à l'essentiel. Un deuxième exemple, c'est une entreprise de fabrication. Donc ça, c'est une petite entreprise de fabrication qui avait du mal à rester à flot en raison des coûts de production excessifs et d'une mauvaise gestion des flux de trésorerie. Eh bien, en suivant le système Profit First, l'entreprise a instauré des comptes séparés pour les taxes, les profits et les salaires, et ce qui leur a aidé à mieux contrôler justement les flux et les finances. Le propriétaire a rapidement constaté une amélioration de sa trésorerie, car les comptes étaient beaucoup plus clairs, il avait beaucoup plus de visibilité, et ça lui a permis d'ajuster les dépenses en fonction des fonds réellement disponibles, tout en garantissant un profit constant. Et enfin, un dernier exemple, c'est dans le e-commerce. En fait, c'était un entrepreneur e-commerce qui connaissait donc des ventes en croissance, donc tout se passait plutôt bien, mais qui ne comprenait pas pourquoi son entreprise ne dégageait pas de bénéfices significatifs. Et en fait, en mettant en œuvre ce système de Profit First, en fait, cet entrepreneur a pu structurer ses finances de manière à dégager un profit avant de réinvestir dans l'inventaire et la publicité. Et oui, parce que forcément que quand vous avez du e-commerce, vous avez envie peut-être d'avoir plus de stock ou peut-être faire plus de publicité sur Facebook, etc. ou autres, ou sur Google AdWords ou peu importe. Eh bien, c'est pas forcément… Parce qu'on se dit, ouais, je vais mettre tout mon argent dans le développement de ma boîte, donc forcément, je vais gagner plus, donc à un moment donné, je vais gagner plus. Ouais, mais ça, c'est très hypothétique. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous risquez de perdre patience, entre guillemets, vous risquez de vous dire, mais en fait, ça marche pas, j'y arrive pas. Alors que si vous commencez d'abord à vous rémunérer, quelque chose de correct, de convenable, on va dire pas non plus excessif, eh bien vous allez réduire forcément le budget dépenses et vous allez quand même vous développer. Et penser que vous auriez tout mis à aller favoriser les dépenses, moi je ne crois pas. Parce que ça vous force à être frugal et ça vous force à maîtriser justement les dépenses dans le marketing, dans la publicité, etc. Dans le marketing, publicité, mais aussi dans le stock, quoi. Et donc c'est ce qu'il dit, ça permet de prioriser les actions qui généraient plus de profit. Justement, il parle à un moment donné de son expérience d'entrepreneur. Et là, on va faire allusion à mon expérience parce que je me retrouve assez bien dans ce qu'il dit ici. Il dit, avant de développer cette méthode, enfin avant finalement d'avoir fait cet ouvrage, en fait, il avait lancé et il avait vendu plusieurs entreprises, comme moi, mais malgré cela, il se retrouvait régulièrement en difficulté financière. Il explique qu'à un moment donné, après avoir vendu une entreprise, il s'est retrouvé rapidement endetté et en faillite, car il n'avait pas su bien gérer l'argent généré par la vente. Eh bien, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé pour moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai revendu une entreprise et j'ai touché 500 000 euros. Une très belle somme, vous allez me dire. Très belle somme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré une nouvelle entreprise. Et plutôt que de me dire, je vais prendre cet argent à titre personnel parce que je ne voulais pas payer la flat tax à 30%, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalloué, et en fait, il y a un principe aujourd'hui fiscal qui existe en France, qui est que si vous réallouez la somme qui a été générée par la vente, donc la cession de parts, vous pouvez apporter les titres et donc les valeurs, donc les 500 000 euros correspondant à la cession de ces titres, vous pouvez les apporter eh bien, dans le cadre d'une holding par exemple, et vous pouvez justement les réexploiter derrière eh bien, pour d'autres types d'activités. Et c'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que typiquement, eh bien, j'ai réinvesti cet argent que j'avais pu accumuler dans
d'autres activités, d'autres sociétés que j'ai pu lancer. Le problème, c'est que ces sociétés, en fait, elles ont coulé. C'est-à-dire que finalement, elles n'ont pas fonctionné. Et donc, ça veut dire que plutôt que de me rémunérer personnellement et me prendre des revenus liés à mon activité, enfin à ce que j'avais pu gagner et donc toucher de l'argent, eh bien au final, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai réinvesti. Et ça a été des mauvais investissements. Et au final, j'en ai rien tiré, quoi. Alors que, je me rappellerai tout le temps, un ami m'avait dit « Mais pourquoi tu ne prends pas donc, cet argent et pourquoi derrière tu le mets pas par exemple dans de l'immobilier ?» C'est-à-dire que tu payes la flat tax, effectivement, donc tu te le prends à titre perso et tu payes 30%. Donc c'est vrai que moi, ça me faisait perdre quand même, on parle de 150 000 euros. Vous doutez bien que c'était important et que derrière, j'aurais pu réinvestir dans des choses beaucoup plus safe ou que j'aurais pu garder pour moi sur des comptes courants, etc. Et j'aurais développé mes autres entreprises avec finalement le peu d'argent que j'avais disponible. Mais vu que je voulais aller vite, bah, j'ai investi en fait pour aller très vite. Donc vous montez une logistique, vous investissez dans des outils, vous investissez aussi dans une équipe. Bref, tout ça coûte de l'argent. Et au final, j'ai pas eu le retour escompté. Et donc j'ai fait finalement la plus belle erreur de ma vie, quoi. Donc ce qu'il dit, lui, c'est que cette expérience personnelle l'a poussé à repenser la gestion financière traditionnelle. Il a commencé à chercher des solutions pour éviter que les entrepreneurs ne tombent dans les mêmes pièges que lui. C'est ainsi qu'il a mis au point le système Profit First en s'inspirant notamment de la méthode des enveloppes budgétaires que ses parents utilisaient lorsqu'il était jeune. En fait, c'est le même principe que pour les finances personnelles finalement. Une autre anecdote concerne un entrepreneur qui dirigeait une entreprise de service. Ce dernier donc, a rencontré Mika Halowitz lors d'une conférence et en désespoir de cause, lui a confié qu'il n'avait jamais réussi à dégager de profit avec son entreprise, malgré des années d'efforts. Après avoir appliqué la méthode, cet entrepreneur a pu transformer son entreprise déficitaire en une entreprise rentable en moins d'1 an. En fait, ces anecdotes finalement illustre comment cette méthode a pu être testée et perfectionnée à travers des expériences réelles et comment elle peut s'appliquer à une grande variété de secteurs d'activité. Et c'est vrai que je vous le dis, si je l'avais appliqué cette méthode-là à une époque de ma vie, eh bien, je n'en serais… Alors aujourd'hui, je suis très content parce que, en fait, il y a quand même eu un côté positif à tout ça, c'est que ça m'a fait comprendre que, mine de rien, que je suis en train de vous faire cette vidéo. C'est-à-dire que je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo si je n'avais pas connu cette expérience. Que cette expérience m'a amené à comprendre qu'il y a eu forcément un problème dans ma façon de raisonner financièrement, de gérer mes finances, de gérer mon argent. Et donc, ça m'a amené à réfléchir et ça m'a amené à repenser ma façon de faire travailler mon argent. Et ça rentre exactement dans ce que je suis en train de vous dire là. Alors aujourd'hui, j'ai pu rebondir, je me suis reconstruit financièrement, je me suis reconstruit aussi personnellement, c'est clair et net, j'ai énormément appris de cette histoire. Mais j'aurais pu l'éviter, j'aurais peut-être pu éviter ce chemin-là justement en ayant eu connaissance de ça. Mais je pense aussi que chaque aventure a son lot derrière de choses positives. Mais attention, parce que derrière, ce sont des chocs émotionnels, ce sont des parcours de vie qui peuvent être parfois difficiles et certains peuvent complètement sombrer. C'est-à-dire que j'aurais pu complètement sombrer suite à ça, j'aurais pu complètement même arrêter l'entrepreneuriat, j'aurais pu retourner dans le salariat en mode complètement dégoûté de la vie. Et là, j'ai envie de vous dire, votre vie, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire qu'à 40 ans, c'est fini, quoi. Et ben moi, ça m'a propulsé justement sur autre chose. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Donc je pense que certains ont besoin de mettre en place ces stratégies pour les aiguiller et faire en sorte que… Parce que sinon, ça crée quand même des… C'est comme si vous preniez un chaos sur un match de boxe. Hein. C'est exactement la même chose. C'est un chaos technique, vous êtes complètement laminé, quoi. Après, il faut repartir suite à ça. Moi, je pense que l'humain est capable de le faire. Mais après, est-ce que vous avez suffisamment le mental pour ça? Moi, je pense que je l'avais parce que j'avais quand même pris des chocs bien avant, plusieurs sur des précédentes entreprises qui m'ont amené mentalement à accepter ces chocs. Mais c'est sûr que quelqu'un sur une première création d'entreprise, alors vous me direz, il n'aura jamais eu 500 000 euros, c'est clair et net. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que peut-être que certaines personnes sur une première ou deuxième création d'entreprise, moi j'en ai rencontré des personnes qui ont fait des dépôts de bilan, ils sont franchement pas bien, quoi. Ils sont pas bien du tout. C'est des burn-out, c'est des dépressions, c'est tout ça derrière. Moi, je ne dis pas que je ne l'ai pas eu, mais j'ai su repartir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est clair et net aussi, quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui ont la force de combattre ça et d'autres qui, malheureusement… Mais je pense aussi que l'expérience vous endurcit
et qu'au bout d'un moment, vu que vous prenez des coups en permanence, des coups, à un moment donné, un coup plus fort qui vous met KO, vous voyez ce que je veux dire, vous allez vous relever, quoi. Alors que quelqu'un qui s'est jamais pris de coups et d'un seul coup qui se prend un KO, il faut des années pour s'en remettre. C'est un peu la même chose en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans ce livre-là, parce que ça me semblait hyper important. Donc pour moi, c'est une stratégie à mettre en place, mais attention, tout dépend aussi du type de structure que vous développez. Et il ne faut pas confondre investissement et dépense. Ce n'est pas la même chose. Un investissement, c'est parce qu'on a besoin pour lancer la machine d'investir. Comme une start-up, par exemple, a besoin de faire des gros investissements. Mais après, il faut aussi que le cash y rentre, quoi. Et là, c'est un autre pari. Et c'est aussi parce que derrière, ils visualisent un exit avec une potentielle plus-value à la sortie. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une petite TPE qui, elle, visualise plus gagner de l'argent au quotidien ou se distribue des dividendes chaque année. La stratégie n'est pas la même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On arrive à la fin. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de lâcher un maximum d'étoiles, un maximum de commentaires positifs. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Donc faites-le, prenez cette minute, ça ne vous coûte rien. 1 minute de votre temps. Je suis même prêt à vous la payer, cette minute, s'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez cette minute de votre temps, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. Faites-moi un petit message en privé aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis je vais vous souhaiter un bon week-end et puis on va se retrouver bien entendu semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, belle journée à vous, bon vendredi et bon week-end et je vous dis à très vite.